Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Notre invité ce matin, Mohammad Ahmadinejad, qui est ambassadeur d'Iran en France. Bonjour monsieur, l'ambassadeur. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Répondre à mes questions directes comme d'habitude. Alors ma question, première question est toute simple. L'Iran dit être prêt à se défendre par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire quoi ? D'abord, c'est un droit de réponse parce qu'on a... la nation iranienne était l'objet d'une attaque, d'une agression, sans une autorisation internationale, sans une justification acceptée par le monde civilisé. Et donc, la Charte des Nations Unies nous donne, article 51, un droit de défendre notre intégrité territoriale, notre souveraineté nationale et la fierté et la dignité du peuple iranien. Donc les moyens, sûrement les moyens seront légitimes, seront légaux. Donc vous allez riposter. L'Iran va riposter. Oh, c'est un droit de réponse, un droit de défense. Et l'Iran avait annoncé qu'il y aura une réponse. Il y aura une réponse militaire. Regardons. Non. La riposte peut être militaire. J'imagine qu'elle ne peut être que militaire. Ou alors elle est diplomatique, je vais vous en parler, mais la réponse est militaire. C'est la chose normale que vous dites. L'attaque et l'agression étaient militaires. Donc la riposte est militaire. La réponse, la nature, le temps et la dimension dépend à la décision, bien sûr, qui est en train d'étudier et de prise. Donc il y aura une riposte militaire, vous confirmez? Je ne confirme rien parce que je ne suis pas un commandant de la guerre, non, c'est sûr, mais... comme c'est le cas de quelques de mes collègues qui viennent et annoncer. Mais pour nous, on attend toujours une instruction et une action décidée par Téhéran et menée par le peuple iranien. Bon, deux actions possibles, entre autres, un, les bases militaires américaines, qu'elles soient en Irak, l'ambassade américaine à Beyrouth, ou les bases militaires américaines dans les pays du Golfe. Voilà des cibles possibles. Ça, c'est votre non. idée. C'est pas mon idée, c'est la réalité. Non, pour les Iraniens, briser la loi internationale, c'était toujours une ligne rouge. Donc, vous citez des cas où, je ne sais, vraiment, je n'ai pas une idée, parce que nous, dans la culture et l'histoire iranienne, attaquer un autre pays, c'est comme un péché. Si vous regardez l'histoire de 300 dernières années, l'Iran n'a jamais attaqué un voisin ou un autre pays. Donc, maintenant, si on veut toujours parler sur les cas supposés, on peut toujours parler jour et nuit là-dessus. Oui, mais moi aussi, je peux parler jour et nuit, monsieur l'ambassadeur. Mais enfin, j'ai tellement entendu de dirigeants iraniens demander la destruction de l'État d'Israël et la disparition de l'État d'Israël. Pardon, mais ça a existé. Et vous avez entendu cela, vous aussi, de la part de dirigeants iraniens, qu'on peut comprendre aussi. Imaginez que quelqu'un souhaite la destruction de l'Iran. Comment réagiriez-vous? Oui. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y, donnez-moi tous les exemples possibles. Le 8 mai 2006, lors d'un entretien avec l'agence Reuters, Shimon Peres, alors vice-premier ministre d'Israël, a déclaré « Le président iranien doit se rappeler que l'Iran peut être rayé de la carte. Donc, Israël étant un pays doté de l'arme nucléaire, qui n'a pas caché,
dont les installations et les centrales nucléaires sont hors de l'inspection internationale, et étant un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération, ça veut dire toutes les évidences sont là, il menace l'Iran d'être écarté de la carte. Donc, si vous voulez qu'on parle des propos qui n'ont pas encore réalisé ou ça, mais nous n'avons jamais dit que l'Iran va rayer Israël de la carte. Mais ce sont eux qui disaient... l'ont dit, pardon, monsieur l'ambassadeur, que des dirigeants iraniens l'ont dit. Bon, quand ça... Je vais pas entrer dans ce débat parce que j'ai plein de questions à vous poser. Et la première question que je voudrais vous poser maintenant, c'est le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous allez, oui ou non, fermer le détroit d'Ormuz? Je vous dis ça parce que le Parlement iranien a voté la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors, est-ce que le guide Khamenei et les gardiens de la révolution ont donné l'ordre de fermer le détroit d'Ormuz? Voter, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu une discussion en réaction. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ce qu'a dit le Parlement. Oui, ça n'a pas été voté. Premier. Bon. Deuxième, ce n'est pas le Parlement qui dirige le pays. Le Parlement est un des trois piliers de système politique iranien. Et il y aura, même s'il vote, il y aura un autre aspect de confirmation dans le cadre de législation, si vous voulez bien. Et puis après, il y a un État qui décide, le Conseil supérieur de la sécurité nationale, ils évaluent et ils disent, mais prenons en tête que depuis 47 ans, même dans les pires moments, quand on était dans une guerre de 8 ans imposée à l'Iran, au peuple iranien, où il y a eu un front uni, fort, contre l'intégrité territoriale iranienne, contre la sécurité nationale iranienne, l'Iran était toujours un facteur responsable, tout en gardant la paix et la sécurité de la région comme une ligne rouge. Est-ce que le monde a vu qu'il y a eu... Par contre, notre avion civil a été abattu par les navires américains à cette époque-là même. Il y a eu l'utilisation des bombes chimiques octroyées au Saddam Hussein par qui? Il y a eu des avions de combat, même des pilotes étrangers qui sont venus bombarder le peuple iranien à l'intérieur de leur pays. Donc nous, on était très fiers d'être toujours contre l'utilisation de n'importe quelle arme de la destruction massive. C'est dans la culture iranienne, c'est dans la culture de Perse. Alors, est-ce que les bombardements... J'ai une question factuelle, des faits, parce que c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que les bombardements américains ont totalement détruit les capacités iraniennes d'enrichissement nucléaire? Moi, comme ambassadeur ici, je n'ai pas encore reçu un rapport selon lequel la dimension de ces dégâts, de tous ces dégâts ont été cités, ni les instances internationales concernées. Voilà. Vous ne savez pas. Bien sûr. Vous ne savez pas. Oui, moi je ne sais pas. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'Iran est prêt à accepter la venue d'experts de l'AEIA, l'Agence internationale atomique, pour venir constater la situation? Je crois que pour parler sur ce sujet, il faut prendre en considération la position et le comportement de l'agence, surtout dans les derniers jours, quand ils ont fait ils ont montré un comportement tout à fait politique, quand ils ont, et là, pavé la route pour une telle agression israélienne sur l'Iran, parce que nous,
on était toujours le membre d'un accord signé en 2015 et laissé par les Américains en 2008 en retournant tous les embargos inhumains et injustes contre le peuple iranien. Donc on était toujours autour de la table, un membre de cet accord, un membre du traité de non-prolifération et autour de la table de négociation, même quand l'Israël a agressé l'Iran, il y a eu un rendez-vous pour dimanche 15 juin. Donc, Téhéran, maintenant, se demande, est-ce que l'attente des Iraniens, l'attente du gouvernement iranien d'un comportement indépendant, technique, a été le cas ou pas? Êtes-vous prêt à laisser entrer aujourd'hui des observateurs, des techniciens de l'AIEA? Il faut que Téhéran se prononce là-dessus. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui décide. Bon, et oui, parce que ouvrir vos installations nucléaires d'enrichissement d'uranium permettrait de savoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Le problème, c'est qu'elles sont enterrées, ces installations d'enrichissement. D'ailleurs, pourquoi les enterrer si profondément? Parce que, quand vous regardez l'histoire de notre région, vous voyez qu'il y a un acteur, un État, quand il décide, il attaque. Il y a 76 ans, mais nous avons passé 10 guerres initiées par ce même acteur. Laissez-moi. Oui. Et puis, si au cas où il y a une explosion dans nos installations nucléaires et qu'il y ait sans doute des effets sur les civils, qui serait en mesure de répondre à la question des familles et de notre cher peuple, que pourquoi vous n'avez pas fait prendre des précautions nécessaires afin qu'au cas où une attaque quelconque qui a eu lieu, vous voyez, c'est comme un jungle maintenant. On décide, on attaque. Et supposons Tchernobyl, aujourd'hui, combien d'années après Tchernobyl, il y a encore des effets néfastes qui tuent les gens, qui infligent les gens, qui portent des dégâts considérables à la population. Donc, nous reprocher pourquoi? Non, il faut reprocher à qui se permet d'attaquer les installations nucléaires, surtout que ces installations sont sous l'inspection internationale. L'agence, les caméras, les inspecteurs de l'agence étaient toujours là. Venir. Pardon, monsieur l'ambassadeur. Comment? Quand les inspecteurs peuvent venir. Quand Téhéran décide, évalue décide et donne la permission, que c'est le territoire iranien, comme nous avions le cas d'avoir dans toutes ces années les inspecteurs et les caméras sur place. Bien, vous dites l'Iran n'est pas en guerre avec les États-Unis. C'est ce que vous déclarez. Oui, bien sûr. Vous avez été bombardé par des bombes américaines, mais vous n'êtes pas en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis disent, monsieur Vance dit, nous ne sommes pas en guerre avec l'Iran. Oui, on bombarde, mais il n'y a pas de guerre. Si j'ai bien compris. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de guerre, vous êtes prêt à accepter un cessez-le-feu et à vous mettre autour de la table? Mais nous, contrairement aux Américains, nous, c'est la partie qui n'a pas attaqué, qui n'a pas agressé, mais qui prétend de ne pas être dans la position de la guerre. Donc, est-ce que vous êtes prêt à négocier? On était sur la table de négociation. Mais là, on est autour de la table de négociation. Si une partie doit revenir, ce n'est pas nous qui nous tenions toujours au dialogue et à la négociation. Même vendredi, on a eu les négociations avec les 3 pays européens, les ministres des Affaires étrangères. Majeurs. Ça montre, France, Allemagne, Grande-Bretagne. Voilà, ça montre que l'Iran ne rejette pas le dialogue, ne rejette pas la négociation. Il est toujours autour de la négociation. Vous propose reprendre une négociation, vous dites oui? C'est pas moi qui dis. Non. Mais les États-Unis doivent décider de revenir autour de la table de négociation. Et vous êtes prêt à aller à la table de négociation? L'Iran était toujours autour de la table de négociation. L'Iran n'a jamais quitté la table.
Bien. Donc, vous revenez autour de la table, quoi. Si les Américains... Je vous dis, vous parlez toujours de revenir. Non, ce n'est pas revenir. On est toujours là. On est toujours là. Donc, si les Américains sont autour de la table, vous reprenez les négociations. Maintenant, c'est aux Américains qui décident de venir, mais cette fois-ci, pas d'un comportement... Vous voyez, la veille, il parle que oui, nous aurons un rendez-vous, des négociations dimanche à Oman. Et juste quelques heures après, avec leur feu vert, Israël attaque l'Iran, agresse la dignité du peuple iranien. Donc, est-ce que cette fois-ci, c'est la même chose? Est-ce que c'est un comportement qui fortifie, qui vraiment aide à la diplomatie, à la négociation? Ou est-ce que c'est toujours un piège pour faire tromper les autres, les uns et les autres? Donc, pour nous, les Iraniens, nous sommes, par l'histoire, par la culture et par la conscience. Nous sommes l'homme des dialogues, l'homme de négociation. Nous ne voulons pas faire la guerre. Nous ne voulions pas. On ne veut pas un coulement du sang. Vous faites la guerre en aidant le Hezbollah, en aidant les Houthis, en finançant, en envoyant des armes, des conseillers militaires. Pardon. Regarde, oui. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. C'est faux. Oui, c'est faux. Ne finance aucun de ces mouvements. Non, vous parlez que les mouvements sont des mouvements agresseurs. Mais Hezbollah, avant le 7 octobre, quand Hezbollah a tiré un seul fusil vers Israël, pendant toutes ces années, durant la création en 1982 jusqu'à 1922, quand est-ce que Hezbollah a tiré un seul fusil? Donc, une force politique, armée, mais pour le Liban, pour l'intégrité territoriale, pour la souveraineté libanaise. Donc, c'est reprochable. Et est-ce que nous, maintenant, le volume d'aide, le volume de vente des armes, l'Iran, c'est le fournisseur des armes dans le monde où il y a des tensions vraiment très graves, ou les autres. Donc, on ne reproche personne parce que c'est dans le cadre d'un contrat, d'une satisfaction réciproque. Mais pour l'Iran, ce n'était pas à aider une partie de faire la guerre avec les autres. Pour défendre, c'est ce que nous faisons, c'est ce que le peuple iranien qui font par la résilience, par le sacrifice, par tous ces moyens de se défendre. C'est le droit de défense reconnu dans les lois internationales. Vous parliez de monde civilisé tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. Oui. Mais vous n'avez pas sur la conscience la mort de jeunes femmes, et notamment d'une jeune femme, Masha Amini, qui est morte en 2023. Qui est morte pourquoi? Pourquoi est-elle morte? Tiens, je vous pose la question. Pourquoi est-elle morte? Oui. Masha Amini était une fille physiquement vulnérable. C'était comme ma fille. C'était comme votre fille. Comment? Oui, comme ma fille, comme ma propre fille. Oui. Et elle est demandée par la police d'aller vers un siège de la police. Là, il s'est effondré. Elle est morte. Comme ça, donc, au hasard. Non, vous voyez, nous, comment est-ce qu'en Iran... Et pourquoi elle a été... pourquoi est-ce qu'elle est allée à la police? Pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée? Elle a été arrêtée parce qu'elle ne portait pas le voile. Non, elle portait le voile. Oui. Elle portait le voile. Elle se battait. Tant de femmes iraniennes... Elle ne se battait pas. Pardon, monsieur l'ambassadeur, tant de femmes iraniennes emprisonnées, parfois torturées, ou même parfois violées, parce qu'elles ont brisé la loi islamique. C'est une prétention sans fondement. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Je vous pose la question. C'est faux. C'est une prétention sans fondement, personnel, pas approuvée. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on prétend. La loi islamique est là, c'est la loi ratifiée par le Parlement élu par le peuple, donc il doit être s'appliquer. Mais
je peux vous assurer que la tolérance est tellement haute qu'on ne Alors, l'applique libérez pas toutes vraiment. les femmes iraniennes qui sont en prison aujourd'hui. Libérez-les. Non, toutes les femmes, il y a les femmes qui font de drogue, de dealers de drogue. Il y a des femmes qui ont tué leur mari. Il y a des femmes qui ont fait des crimes qui méritent d'être dans un endroit pour sauver la société. Vous nous demandez sauver la société. Bien sûr, sauver la vie sociale de pays. Mais les prisonniers politiques, nous n'avons pas les femmes en prison politique. Bon, alors en prison, vous avez 2 Français. Bien sûr. Qui s'appellent Cécile Collère et Jacques Paris. Illégalement en prison. Depuis 3 ans, illégalement. C'est votre jugement alors, et je respecte. Hein, bon, je respecte. Je l'oublie. Je respecte. N'est-ce pas une honte pour l'Iran? Pourquoi d'abord, sont-ils encore vivants? Non, tous Ils sont vivants ou pas? Sont-ils vivants? Oui, toutes ces prétentions. Je comprends bien. C'est votre concitoyen, mais je le respecte. Mais traitez le sujet comme tel. Est-ce que les deux Français qui sont... Cécile Collère, oui, Jacques Paris. Cécile Collère, professeur de lettres modernes, passionné par l'Iran, et Jacques Paris, ancien professeur de mathématiques, aussi passionné par l'Iran. Mais nous, je peux vous assurer, et vos audiences, que l'Iran n'est jamais content d'avoir un prisonnier iranien dans le prison iranien et beaucoup plus un étranger, que ce soit le français ou les autres. Mais les prisonniers maintenant dans le monde, dans les autres pays, en tout cas, existent. Nous, les Iraniens, nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont dans les prisons. Oui, mais là, avec les conditions que nous pouvons juger. Est-ce qu'ils sont vivants? Pourquoi est-ce que vous avez une signe qu'ils ne sont pas vivants? Non, je vous pose une question parce que des sites ont été tout proches de la prison dans laquelle ils sont emprisonnés. Bien sûr qu'ils sont vivants, monsieur. Bon, ils sont vivants. Est-ce qu'ils vont être libérés? Oui, bien sûr qu'ils vont être libérés. Il y a une justice et il y a un travail du gouvernement, même de la justice, qui essaye vraiment de faire tout le nécessaire pour leur libération dès que possible. Libération prochaine? Ouais, pourquoi pas? Il faut qu'il soit... Chaque détenu doit être libéré, et ces deux, avec une attention, et avec une intention, vraiment une bonne intention, avec une poursuite des autorités françaises et une bonne coopération avec les autorités iraniennes. Que vous nous annoncez ce matin, ils vont être libérés prochainement. J'espère bien, pourquoi pas. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci Mohamed Amin-Nedjad, ambassadeur d'Iran en France. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57.